Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Prévention de Collectim. Alors en ce mois de mars consacré aux droits des femmes, nous avons décidé de consacrer ce webinaire aux violences faites à l'encontre des femmes. Et pour en parler, aujourd'hui j'accueille Magali Locher. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Magali, tu es psychologue du travail, Oui. tu exerces au Mans Oui. et tu interviens sur la France entière pour de la formation. Pour de la formation, de la prévention. Prévention concernant aussi le harcèlement justement au travail. Sur le harcèlement au travail, que ce soit harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste. agissement sexiste. Prévention des risques psychosociaux. Tous ces sujets qui en effet englobent la santé au travail des salariés, au féminin comme au masculin. Oui, parce qu'en fait, le harcèlement moral, c'est pas spécifique aux femmes, ça peut être pour les hommes aussi. Tout à fait. Alors que le harcèlement sexuel est quand même plus souvent à l'encontre des femmes. Majoritairement à l'encontre des femmes, en effet, c'est certain. Voilà. Alors, Magali, dis-moi, combien existe-t-il de formes de violence ? Alors, on dénombre 5 formes de violence. On les dénombre en référence aux violences conjugales en premier lieu. Donc, celles qu'on connaît ou qu'on cite le plus, ce sont les violences physiques, celles qui sont le plus médiatisées. Donc, quand la claque part, le coup part, hélas, au féminicide. Ces violences physiques sont toujours accompagnées de violences verbales. Ce sont les insultes, ce sont les cris, cette espèce d'ambiance qui angoissante. Et les violences psychologiques, elles vont aussi avec. Donc ce sont les humiliations au quotidien, le fait de rabaisser l'autre, d'avoir des agissements qui mettent à mal la conjointe, comme l'ignorer pendant une semaine ou être derrière elle en permanence. Enfin, voilà, donc ces trois violences sont généralement cohabitent entre elles. Ne pas oublier les violences sexuelles également, le fait que le conjoint oblige sa conjointe à un acte sexuel non désiré. Parce qu'en fait, il n'y a pas de devoir conjugal, ça n'existe pas le devoir conjugal. Ça n'existe pas, non. Dans le code civil, il y a des devoirs entre conjoints, entre époux, mais c'est des devoirs d'assistance, solidarité, pas sur la sexualité. Pas sur la sexualité. La sexualité doit être le désir et l'envie de chacun. Avec un consentement. Avec le consentement. Voilà. Ne pas l'oublier, on en a beaucoup parlé, mais il faut, je pense, le rappeler. Et une autre forme de violence qui est la violence économique, c'est quand le conjoint fait un peu main basse sur les finances du couple, en empêchant par exemple la conjointe d'avoir sa carte bancaire, en bloquant les accès, voire même en lui donnant, en exposant un petit peu le souhait que ce serait bien qu'elle ne travaille pas, par exemple. Quand un enfant arrive, eh bien, autant qu'elle s'en occupe. C'est aussi un moyen pour lui de garder une forme de domination sur elle. Et une femme qui n'est pas autonome financièrement est une femme qui va avoir encore plus de difficultés de s'extraire du foyer. Oui, tout ça, c'est une stratégie qui fait que ça exerce un contrôle sur son épouse et une domination. Un contrôle, une domination, c'est-à-dire que ma conjointe est à moi, je la possède. Comme un objet. Comme un objet. Pas un sujet, mais un objet. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de mécanique de la violence comme ça dans le couple ? Oui, toujours concernant les violences conjugales, il existe ce qu'on appelle, et qui est beaucoup utilisé dans les associations pour faire de la prévention, c'est le cycle ou le cercle des violences. Vous trouvez sous les deux termes. Ce sont 4 étapes. Ouais. La première, généralement, est celle où tout va bien. Et celle où j'ai trouvé mon amoureux, mon prince. L'homme idéal. L'homme idéal, il est parfait. Il m'a charmée. Je suis la plus intelligente, la plus belle. C'est mon petit paradis, hein, le désir de midinette, peut-être encore en chacune de nous. Donc tout va bien. Tout va bien. Et de façon un peu insidieuse, presque instinctive, je vais commencer à ressentir que les choses changent, que son comportement change, ses mots changent également, son attitude envers moi devient un petit peu colérique.
C'est quelque chose de très instinctif que je ressens en moi, comme si mon cerveau reptilien me disait que j'étais un peu sous la menace de quelque chose. Et je marche sur des œufs. J'attends que presque que quelque chose arrive. C'est un état de tension. Un état de tension, oui, c'est pas quelque chose de brutal. Ça s'installe progressivement. Ça s'installe progressivement. Une porte qui va claquer un peu plus que la normale. Et cet état de tension, hélas, va conduire à la troisième étape, qui est l'acte violent, le coup qui va partir. Dans cette situation, la femme, est-ce qu'elle se sent finalement victime ou plutôt responsable du contexte dégradé ? Eh bien, elle va se sentir responsable parce qu'il va faire en sorte qu'elle se sente responsable. C'est-à-dire qu'après cette phase de violence, le conjoint va rapidement poursuivre par une phase de justification, de pardon, va expliquer pourquoi il a craqué. Et il essaye généralement de lui faire comprendre qu'elle y a peut-être contribué. Elle n'a peut-être pas été assez patiente, alors que lui, au travail, en ce moment, c'est très compliqué. Quand il rentre, il est fatigué. Et elle a peut-être aussi contribué en ne réagissant pas assez vite, en n'étant pas assez là pour lui. Tu m'as demandé directement de ranger mon sac, mais voilà, tu te rends compte, c'est quand même... tu aurais peut-être pu être un peu plus douce avec moi. Donc, il réussit en effet, à la faire sentir coupable et à lui donner aussi ce sentiment qu'elle va, elle, contribuer à ce que tout se passe bien. C'est-à-dire que lui a besoin d'elle et la femme se sent cette mission aussi de contribuer à ce que tout redevienne comme la première phase, c'est-à-dire la phase lune de miel. Et on revient à la phase lune de miel. L'homme va tout faire aussi pour se faire pardonner. Et comme c'est un cercle, c'est-à-dire que ça ne va hélas pas s'arrêter. Oui, c'est un cercle vicieux et à chaque tour de piste, en fait, on monte d'un cran, ça devient de plus en plus fréquent. Généralement, ça s'accélère, c'est-à-dire que les étapes se raccourcissent, voire même au bout d'un certain temps, la période lune de miel n'existe plus. Disparaît. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette situation, puisque cette lune de miel disparaît et qu'on a quand même une phase où ça se dégrade, une phase de conflit et une phase où on est dans la réconciliation, mais ça fait quand même 3 phases qui ne sont pas de la lune de miel. La femme la conjointe va avoir de plus en plus ce sentiment qu'elle n'existe pas sans lui. Et comme il a beaucoup nuit à son estime d'elle-même, à sa confiance en elle, elle a le sentiment que de toute façon, elle n'existe pas en dehors de ce cercle-là. Et donc ce qu'il lui reste à faire, c'est que tout cela tienne malgré tout. Donc, elle va toujours se considérer comme actrice malgré tout dans ce cercle et de faire qu'elle peut l'aider. Elle a ce fort espoir puisqu'elle est amoureuse de lui. Elle est tombée amoureuse et elle est amoureuse de lui. Elle a cet espoir qui peut nous paraître fou de l'extérieur de se dire qu'elle va retrouver cet homme-là et elle fera tout pour. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que le sentiment amoureux ne garantit pas d'être heureux. Tout à fait. Ce sont deux choses différentes. Être amoureux et être heureux, c'est deux choses très différentes. Alors, dans cette situation que tu décris, d'un côté, la femme, au dire du mari, elle est responsable de la dégradation de la relation. Et en même temps, elle peut être celle qui va améliorer les choses. Donc elle passe d'une position comme ça, où elle est responsable, presque coupable, à une position où elle pourrait être la ressource. Est-ce qu'il y a un circuit comme ça qui existe ? Oui, c'est un circuit d'ailleurs que l'on retrouve dans toutes nos relations d'une certaine manière. Donc là, on prend une situation extrême qui est celle des violences conjugales, mais on va retrouver aussi ce type de relation dans nos relations sociales, au travail, au bureau par exemple. Et c'est ce qu'on appelle, que peut-être beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, mais c'est le triangle de Karpman, avec un K. Donc un triangle, pourquoi ? Parce que Karpman nous dit que nous, en situation où on se sent démuni, en danger, en tout cas une certaine forme d'instabilité, on va choisir une position. Soit la position du sauveur, soit la position de la victime ou du persécuteur, qu'on appelle aussi bourreau. Je vais faire en sorte de me déplacer, toujours en réaction avec l'autre, parce on n'est pas seul, il y a forcément l'interlocuteur, et je vais toujours changer de position. Ce qui fait que
Alors, ce n'est pas un cercle, c'est un triangle, oui, mais oui. on ne fait que se déplacer et on ne s'en extrait pas. On trouve beaucoup ce concept-là quand on travaille, par exemple, les conflits. Moi, c'est des situations que je rencontre assez souvent, que ce soit lors de formation, aussi de médiation, ou de souffrance au point où les gens viennent aussi consulter à mon cabinet. On peut prendre un exemple Oui, rapidement. Là récemment, c'était deux assistantes, deux secrétaires médicales une toute nouvellement embauchée. Donc la plus ancienne est très heureuse d'avoir une collègue, d'avoir de l'aide. Donc la relation se passe bien, elles s'entendent bien. Et rapidement, la plus ancienne se lâche un petit peu, exprime ses plaintes. Elle est beaucoup dans la plainte. Donc elle est un peu en mode victime. Et la nouvelle collègue, cette situation l'embête un peu. Elle n'a pas envie d'être le réceptacle. Donc elle prend un petit peu ses distances par rapport à sa collègue. Un peu moins de pause café, elle va travailler un peu en solo dans des espaces un peu isolés pour finir ses dossiers. Forcément, c'est mal perçu par la collègue plus ancienne et qui va devenir très critique, qui va envoyer des pics, qui va soulever des erreurs dans un dossier, soulever que tu es arrivé, vous avez vu, 2 minutes de retard. Elle devient bourreau, elle devient presque harcelante à ce moment-là. Cette nouvelle collaboratrice, heureusement pour elle, elle a une certaine confiance en elle, elle a du tempérament, elle se laisse pas faire, donc elle lui fait comprendre que cette situation lui déplaît et qu'il faut que ça cesse. Oui. Donc elle lui exprime de façon claire. C'est à nouveau très mal vécu par la plus ancienne, qui là se sent, elle, victime, donc va se dire harcelée. Vous avez vu comment elle m'a parlé, vous avez vu ce qu'elle fait, alors que moi ça fait 15 ans que je suis ici, etc. Donc elle s'est déplacée dans ce triangle. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, elle reste malheureuse. Parce qu'elle ne trouve pas une position pour mettre au clair sa relation avec sa nouvelle collègue. Et elle n'arrive pas à prendre de la hauteur pour comprendre dans quelle mécanique elle s'est installée. C'est des situations très compliquées, notamment dans le travail, pour des managers qui doivent des fois gérer des conflits au sein de leur équipe. Des situations qui les mettent vraiment en difficulté. Et donc la solution, c'est de s'extraire de ce triangle-là, de cette... Il faudrait s'extraire. Oui. Certaines personnes ont beaucoup de mal parce que ne comprennent pas qu'elles sont entrées dans une mécanique. Mais des fois, cette mécanique n'est pas liée à l'environnement de travail. Elle est liée aussi à des facteurs souterrains, à une histoire personnelle, à des expériences, à du vécu qui a conduit la personne à penser que sa solution est dans une de ces positions. Oui. Tout ça, ça se fait de façon non consciente. C'est non conscient. Alors, tu nous as parlé des situations de violence domestique, familiale, conjugale, le lien un peu là avec les situations de travail. Est-ce que des violences conjugales, familiales peuvent avoir un retentissement sur la vie au travail? Hélas, oui. Hélas, oui. Je pense que c'est difficile d'arriver au bureau, dans l'entreprise, en laissant ce type de... C'est au-delà du souci, hein, d'ailleurs. Alors, on peut le repérer... Le N+1, les collègues peuvent le repérer par un changement d'humeur, quelqu'un qui d'habitude toujours très jovial, enthousiaste, perd sa bonne humeur, ou à l'inverse, quelqu'un qui va très mal prendre les choses, une remarque qui va devenir très très irritable. Donc il faut noter des fois ces changements de comportement. Alors attention, c'est pas forcément lié qu'aux violences, mais ça peut être un signal. Et surtout les absences. Ce sont souvent des collaboratrices qui ont plus de jours d'absence mis comme ça, de façon un peu perlée. Oui. Très souvent, c'est des arrêts d'une journée ou deux pour peut-être masquer une trace, un coup. Donc ça doit être aussi des indicateurs. Et ça a, hélas, aussi un impact économique pour la collaboratrice. Non seulement en fonction des systèmes aussi internes de prévention, de droit, de prévoyance, comment cela va impacter aussi son salaire économiquement. Oui. Comment est-ce que l'employeur peut accompagner ces femmes-là? Alors, certes, du domaine du privé,
mais comme on vient de le dire, ça a un impact sur l'équilibre peut-être du service, peut-être sur la performance du service. Alors il ne faut pas non plus avoir une vision que économique, mais l'encadrant peut avoir ce rôle de trouver ou d'aider. Alors attention, il ne faut pas qu'il devienne non plus son assistante sociale ou son psychologue, mais il peut l'aider. Je pense qu'il faut trouver une juste place, ne pas être trop inquisiteur, ne pas poser des questions trop directes. C'est ton mari qui te frappe, la personne risque de faire un pas en arrière et de lui dire mais de quoi vous vous mêlez, et ne pas faire semblant de ne rien voir non plus. Peut-être de lui proposer un petit échange autour d'un café, rien de formel, hein, quelque chose un moment de convivialité, où on peut, qu'on soit collègue ou responsable, on peut partager à la personne son propre sentiment. C'est-à-dire, je te trouve différente depuis quelques mois, je retrouve pas la Magali qu'on voyait lors des réunions, tu participes plus beaucoup. Je voulais te partager, voilà, que ça m'étonnait. Je m'inquiète pour toi. Alors peut-être que ça va déclencher une sorte de confession, ou en tout cas ça peut être l'occasion de dire, mais tu sais, dans l'entreprise, il existe, n'oublie pas qu'on a une infirmière ou une assistante sociale, il y a la médecine du travail, et puis peut-être en fonction de ton problème. Je pense qu'il y a des associations qui peuvent aider sans forcément nommer, mais voilà, quelquefois un nom, une adresse peut être une première porte que cette personne-là va ouvrir. Oui. On parle souvent dans le cadre du travail des discriminations, soit à l'embauche, soit sur la rémunération. Est-ce qu'il y a un lien entre ces discriminations-là et des formes de violence ? Oui, et ça fait lien aussi avec ce qu'on vient d'évoquer au niveau, des facteurs économiques. La discrimination aujourd'hui, on la pointe beaucoup du doigt sur les aspects de rémunération, par exemple. Il est clair que même s'il y a de grands progrès, en moyenne, les hommes, je dis bien en moyenne, gagnent 24-25% de plus que les femmes, que le travail partiel, c'est encore majoritairement les femmes. Je crois que c'est 7 ou 8 sur 10 de mémoire. Donc il y a économiquement une discrimination qui peut engendrer une position compliqué pour la femme au travail, qui peut l'empêcher quelquefois d'oser prendre aussi des postes à responsabilité ou un temps complet, par exemple, en interne dans l'entreprise. Et ces discriminations, elles sont quelquefois pas perçues dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'elles passent comme ça, comme inaperçues, personne n'y prête attention. Ça paraît normal, c'est ça ? Je pense que dans certaines entreprises, le fait qu'une femme gagne moins qu'un homme, c'est une sorte de vérité. Oui. On a eu, je me rappelle, il y a quelques petites années, il y avait une humoriste qui était une avocate avant, et elle racontait qu'elle avait été reçue première à l'école d'avocat, qu'elle avait été embauchée plus tôt que son collègue dans le cabinet, et a gagné 1 000 € de moins. Elle a été mieux classée au concours, elle a été embauchée avant. C'est une différence énorme. Et a gagné 1 000 € de moins. Et en fait, qu'est-ce qui peut expliquer ces situations-là ? Évidemment, il y a les cultures d'entreprise où, par habitude, on donnait moins aux femmes qu'aux hommes. Mais est-ce que du côté des femmes, il y a quelque chose qui fait que, je ne sais pas, elles n'osent pas Si on met de côté, en effet, que certaines entreprises ont des politiques qui sont peu équitables, ça s'améliore et c'est tant mieux. Mais il y a encore, et pour moi c'est là où il y a le plus de travail à faire, c'est chez nous en fait. On a des biais, des sortes de biais qui sont liés à des facteurs d'éducation culturelle, de mon environnement qui a été le mien aussi petite fille, ne va pas forcément favoriser mon audace à prendre un poste. J'ai une proposition en interne. Si je ne coche pas toutes les cases, je ne vais pas oser y aller en me disant c'est cuit d'avance. L'homme lui a peut-être un biais de surconfiance, se pose beaucoup moins de questions, il dit j'y vais, on va voir. La femme ose beaucoup moins. Et ça, c'est des biais que l'on doit
nous, travailler. On doit apprendre à se faire confiance. On doit expérimenter des choses, que ce soit dans le cadre du travail ou dans la vie personnelle aussi. Pour plus oser. On doit oser. C'est vrai que notre génération, on a grandi avec les petits garçons qui étaient plutôt dehors à jouer dans les grands espaces, au foot et à explorer le monde, et les petites filles à la maison à jouer à la dinette, à la marchande ou à la maîtresse. C'était comme ça. Est-ce qu'il existe, parce qu'on en entend parler, une sorte de plafond de verre? Le plafond de verre, c'est une espèce de sas comme ça, invisible. C'est quelque chose qui n'est pas concret, où on retrouve à nouveau les mêmes biais que je citais tout à l'heure. Mais ce plafond de verre, attention, parce que je ne veux pas qu'on pense que tout est entre nos mains à nous et que de fait, si on n'avance pas, c'est de notre faute. C'est surtout pas mon propos. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour justement aussi aider les femmes à dépasser ce plafond de verre. Certes, il faut qu'on se fasse confiance et on a toutes les qualités pour ça. Mais par exemple, un autre exemple dans les entreprises, je pense que si on accordait plus de flexibilité dans le fonctionnement, dans les horaires, plus de souplesse, alors le télétravail est un fabuleux outil, mais aujourd'hui encore, toute catégorie sociale confondue, c'est encore à 70% les femmes qui gèrent la charge mentale et la logistique des enfants. Oui, domestique, ce sont les femmes. Voilà. Ouais. Vous parliez des aidants tout à l'heure tu parlais des aidants tout à l'heure dans le majoritairement, ça va être les femmes qui vont jouer ce rôle d'aider, d'accompagner leurs parents en fin de vie ou de les accompagner vers des structures. Donc ça prend aussi du temps. Donc comment je peux faire pour concilier toutes ces missions si en plus j'ai envie de prendre des responsabilités ou qu'il y a une opportunité dans mon entreprise? Je vais me poser plus de questions. Donc là, je pense qu'on doit aussi nous aider avec un peu plus de flexibilité. Alors, le premier agent de cette aide, c'est le conjoint. C'est-à-dire que c'est au conjoint, n'est-ce pas, à monsieur d'égaliser, pas de libérer du temps pour madame, mais d'égaliser les choses. Ça, c'est la première chose. Et puis l'employeur qui peut peut-être effectivement aménager plus l'emploi du temps ou les horaires. Il y a un travail éducatif. Hier, j'étais en formation, j'animais une formation sur la gestion des conflits, justement. Et il y avait une participante qui expliquait qu'elle avait à cœur d'éduquer ses deux... Elle avait une fille aînée et deux garçons, qu'elle avait à cœur, en effet, d'éduquer ses fils, comme de futurs acteurs dans la vie, dans leur future vie familiale, pour travailler sur des années et des années, en effet, où les hommes aussi ont certains biais. Des fois, ils sont même dans l'étonnement. Les conjoints ne sont pas forcément de mauvaise foi ou non volontaires. C'est juste que ce sont un système de croyances qui s'est installé. Il faut travailler. On peut travailler de concert sur ces sujets-là. Bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer les conjoints, non, il s'agit au contraire de les unir et de les faire avancer ensemble. Ça constitue des formes de discrimination au travail, des choses qui sont liées au sexe de la personne. Comment est-ce qu'on peut faire remonter dans une entreprise, chez son employeur, ces situations de sexisme là où on attribue des tâches parce que c'est une femme ou on ne donne pas des tâches parce que c'est une femme? À nouveau, mon manager peut être mon premier interlocuteur, si bien évidemment cette discrimination, cet agissement n'est pas de lui, il peut être un premier interlocuteur. Quelquefois, il l'est d'une certaine manière, de façon un peu insidieuse. Je pense à une situation récente d'une jeune cadre toute fraîchement embauchée sur un poste complexe avec des responsabilités liées à la gestion des flux financiers, donc avec tout un tas de process légaux européens. Donc une grande... Elle a été très fière de prendre ce poste-là. Elle prend le poste. La personne qui avait un peu pris le relais avec son prédécesseur lui fait comprendre que, de façon nette et précise, je ne t'aiderai pas. Je pense qu'il y avait peut-être une certaine colère ou aigreur parce qu'on ne lui a pas proposé le poste. Donc elle s'est trouvée sans aucune formation sur la connaissance des outils, des logiciels, du système informatique. Elle
a été chercher l'information auprès de ses homologues au siège parisien. Elle a alerté plusieurs fois, je fais la version courte, plusieurs fois ça, N+1, en disant là je suis en difficulté, tout simplement, je suis en difficulté. Elle a compensé en travaillant énormément, en arrivant dès l'ouverture possible au bureau et jusqu'à 20h, elle se faisait en fait déloger par la femme de ménage qu'il fallait fermer les bureaux. Tu imagines bien qu'elle a ouvert le PC chez elle. Arrive à la maison dans son salon. Exactement. Donc, elle a alerté plusieurs fois et ça N+1 en a rien fait. Et il y a eu ce phénomène un peu de chaud et froid qu'on peut retrouver, on a cité tout à l'heure au triangle de Karpman aussi, c'est que agacé, ça N+1 à un moment donné lui dit « Ne te plains pas, ce poste-là, normalement, il était dédié à un homme. » Ah oui. Donc c'est violent. Ah oui, c'est très violent. C'est très violent. Et toute l'équipe était comment dire, dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle ne trouvait pas non plus de soutien avec des collègues, etc. Elle s'est sentie vraiment très seule. Elle se qualifie comme quelqu'un avec une très forte personnalité qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc elle a voulu tenir, elle a tenu trop longtemps pour finir en épuisement professionnel et c'est ainsi que notre travail a commencé à toutes les deux. Quand tu dis qu'elle a fini en épuisement professionnel, ça veut dire quoi concrètement? Elle a ressenti physiquement une incapacité à aller au travail. C'est-à-dire que un état de fatigue tel qu'elle ne pouvait même plus presque sortir de son lit ou aller se diriger comme si un aimant la retenait. Et son médecin l'a mis directement en arrêt alors qu'elle disait non, je vais y arriver, etc. Et lui a fortement conseillé de discuter, de mettre des mots sur cette situation vécue. Donc là, l'entreprise n'a pas été soutenante, n'est pas dans son obligation de préserver sa santé physique et mentale. Il existe aussi d'autres acteurs. Ça peut être des syndicats, s'ils existent. Ça peut être à nouveau la médecine du travail. Ça peut être, comment dire, les prud'hommes. En tout cas, on peut être accompagné. Hélas, pour cette personne-là, il y a d'abord un travail de reconstruction avant d'être en capacité d'agir et de se défendre. Oui. Alors là, on est sur des agissements violents et plutôt sexistes, dans des situations de harcèlement, que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Comment est-ce qu'on peut faire remonter ça dans l'entreprise? Alors, pour le harcèlement, les deux, d'ailleurs, moral ou sexuel, à nouveau, mon manager peut être mon premier interlocuteur s'il n'est pas concerné. Bien sûr. Et là, je fais juste une petite parenthèse parce que dans mes formations, je me suis rendu compte que les encadrants avaient été très en peine et en difficulté, des fois, souvent pour accueillir cette parole-là. C'est difficile pour eux d'entendre et de savoir quoi faire face à un désarroi d'harcèlement moral ou d'harcèlement sexuel. Effectivement, on a tendance à former les référents harcèlement dans les entreprises, mais il faudra aussi former tout le management de proximité. Parce que les référents, la création de cette fonction est super. Cependant, elle n'existe pas dans toutes les entreprises. Et le harcèlement, il existe dans toutes les entreprises, privées, publiques, partout. Donc, la formation dans la prévention des risques psychosociaux, en termes de prévention primaire, je pense que c'est une nécessité. En tout cas, je me considère comme harcelée, mon manager et mon interlocuteur, les ressources humaines, les syndicats, la médecine du travail, le référent s'il existe, des associations, il en existe plusieurs, comme l'association des violences faites aux femmes au travail, qui est vraiment spécifique à l'environnement de travail, c'est l'AVFT. Les gens vont trouver aussi tout un tas de listes que vous allez trouver facilement sur Internet. Je pense que c'est bien aussi d'avoir dans son tiroir ces coordonnées-là. Très bien. Merci beaucoup Magali pour cet entretien. Il y a beaucoup à dire. Mais oui. Merci beaucoup.